Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du QG News. Voici les titres de l'actualité. Le Somaliland rejette toute idée de réunification avec la Somalie. La médiation proposée par le président ougandais Yoweri Museveni semble être compromise après une scission de plus de 3 décennies. Au Nigeria, le gouvernement veut lutter contre les inégalités. 700 millions de dollars ont été investis pour l'autonomisation des jeunes filles. Et en fin de journal, le Camerounais Francis Ngannou, ancien champion poids lourd de l'UFC, va défier le 28 octobre prochain le redoutable boxeur britannique Tyson Fury à Riyad en Arabie Saoudite. Un combat qui se prépare depuis des mois par l'enfant de Baché. Mais tout d'abord, la Tunisie et la Russie veulent renforcer leur coopération bilatérale dans les domaines de la technologie et de l'énergie nucléaire. Le ministre tunisien des Affaires étrangères, Nabil Amar, est à Moscou pour une visite de travail de 2 jours, du mardi 26 au mercredi 27 septembre. Au terme de la première journée, une conférence de presse conjointe a été organisée ce mardi 26 septembre avec son homologue russe Sergueï Lavrov. Cette visite s'inscrit dans le cadre de la volonté commune des 2 pays de développer leurs relations bilatérales. Le Somaliland refuse toute idée de réunification avec la Somalie alors que le président ougandais Yoweri Museveni s'était porté médiateur de l'unification entre les 2 gouvernements. Ainsi, en nouvel espoir de voir le retour à la paix dans cette région de l'Afrique s'effondre, région qui est en proie à un conflit civil depuis 1991. Philoméntine. Le Somaliland n'a pas adhéré aux propos du président ougandais Yoweri Museveni selon lesquels son pays allait conduire une médiation afin de faciliter la réunification entre la Somalie et la région séparatiste du Somaliland dans le nord. Le gouvernement du Somaliland a déclaré dimanche 24 septembre 2023 qu'il ne s'engagerait pas dans une discussion sur une unification avec la Somalie. Selon le Somaliland, tout dialogue avec la Somalie ne portera que sur la manière dont les 2 pays précédemment unis peuvent aller de l'avant séparément. Pour les autorités du Somaliland, en fait, il y a une sorte de légitimité interne, une sorte de solidité interne qui a été construite au fil du temps. Deuxième élément, c'est le succès de l'offensive diplomatique que déploient les autorités compétentes. On voit au fur et à mesure les accords que cet État est en train de signer avec l'Éthiopie, avec Taïwan tout récemment en 2020, avec les Seychelles, avec l'Afrique du Sud. Les négociations entre le Somaliland et la Somalie en vue d'une réunification après une scission de plus de 3 décennies n'ont pas encore abouti à un accord. Le Somaliland, une région semi-autonome située au nord-ouest de la Somalie, continue d'exercer son autonomie au moment où le gouvernement somalien revendique toujours le Somaliland comme une partie intégrante de la Somalie et soutient l'idée d'une réunification sous une forme fédérale. Malgré une reconnaissance internationale très limitée, le Somaliland dispose des atouts importants pour encore tenir comme un État souverain. Donc, on voit en fait que de plus en plus et patiemment, ils sont en train de prendre une envergure internationale. Et c'est ce jeu-là que les autorités comptent mener pour s'affirmer au niveau international et avoir la reconnaissance requise. Son indépendance autoproclamée en 1991 par rapport à la Somalie, le Somaliland n'a pas encore obtenu une large reconnaissance internationale comme un État souverain à part entière. Sur le plan sécuritaire, la région est épargnée par le terrorisme Shebab qui ensanglante le reste de la Somalie. Le président français Emmanuel Macron a annoncé ce dimanche 24 septembre que Paris mettait fin à sa coopération militaire avec les autorités nigériennes et que les soldats français basés dans le pays seront rapatriés d'ici la fin de l'année. 1500 militaires français basés dans le pays sont concernés. Une déclaration qui marque la fin de 2 mois de bras de fer entre la France et le Niger. Quelles sont les conséquences de ce retrait? Aïcha Mouyouzame nous donne plus de détails.
Les relations entre la France et le Niger ont longtemps été fondées sur des bénéfices mutuels, la France offrant une assistance militaire en échange de liens économiques. Cependant, la décision de la France de retirer ses troupes du Niger pourrait avoir des implications pour la sécurité et l'économie du pays. En termes de sécurité, le retrait des troupes militaires françaises fait surgir les craintes d'une recrudescence des attaques djihadistes, cibles de choix pour les groupes terroristes qui exploitent la porosité des frontières pour mener leurs opérations. En termes de sécurité, elle va entraîner, si ce n'est pas déjà le cas, le départ des forces américaines. Or, ces deux forces militaires étrangères avaient pour but de soutenir l'armée dans sa lutte contre les djihadistes. Et aujourd'hui, ces derniers, les djihadistes, vont avoir des forces nigériennes qui sont aujourd'hui diverties par ce putsch. La fin de 10 ans d'opérations antiterroristes de la France au Niger n'a pas seulement des incidences sur la sécurité du pays. Selon les données du Conseil français des investisseurs en Afrique, le Niger produit 5 à 6% de l'uranium mondial et 20 à 35% de l'uranium français provient de ce pays d'Afrique de l'Ouest. Le montant des échanges commerciaux bilatéraux est évalué à environ 260 millions d'euros. Jusqu'ici, les investissements de l'Agence française de développement au Niger sont chiffrés à 801 millions d'euros, dont 119,2 millions en 2022. Les autorités nigérianes parlent de nouer de nouvelles relations, de nouveaux partenariats avec des puissances diverses, qu'elles soient locales, comme la charte du Lapto Gourma qui a été signée avec le Burkina et le Mali déjà, et d'autres types de partenaires mondiaux. Dans un sens comme de l'autre, il y aura des avantages et des inconvénients. Le Niger va avoir désormais la pleine possession de la maîtrise de son territoire et de sa réponse face au terrorisme. Ça va contenter de plus en plus la population qui montait au créneau pour dénoncer la présence française. Et puis de l'autre côté, c'est un partenaire de poids économique qui s'en va sur le plan militaire. On regardera avec attention les répercussions économiques, mais il n'en demeure pas moins que la France qui se prend vraiment cela en pleine figure va sans doute faire des représailles. Le Niger devra trouver des moyens de relever les défis posés par cette décision et créer un avenir stable et prospère pour sa population en s'ouvrant à de nouveaux partenariats. Et l'ambassadeur de France au Niger, Sylvain Ité, a quitté le Niger après des semaines de tensions. Ce mercredi 27 septembre, le président français Emmanuel Macron avait annoncé son départ imminent le dimanche 24 septembre au soir lors d'un entretien télévisé. Le diplomate et plusieurs membres de son équipe vivaient retranchés dans l'ambassade depuis le coup d'État du 26 juillet dernier. Sylvain Ité a quitté Niamey pour N'Djamena, la capitale tchadienne. Le diplomate devrait ensuite s'envoler pour Paris. Au Nigeria, 700 millions de dollars ont été alloués par la Banque mondiale pour favoriser la scolarisation et l'autonomisation des jeunes filles. La scolarisation des enfants demeure un véritable défi, particulièrement dans le nord du pays, en raison de la situation sécuritaire. Samantha Saberou, Sabomanga. Environ 1 million d'enfants ont été touchés par une insécurité accrue au Nigeria en 2020-2021. Pour lutter contre le taux élevé de décrochage scolaire chez les filles, qui est souvent causé par le niveau élevé de violence autour des écoles, en particulier dans le nord du pays, la Banque mondiale a alloué au gouvernement nigérian 700 millions de dollars pour maintenir ou ramener les filles à l'école. Ce financement que vient d'octroyer la Banque mondiale au Nigeria est justifié à plus d'égards. Disons que, premièrement, lorsqu'on prend l'investissement en capital humain, ce financement va permettre au Nigeria de compter sur ces différentes ressources humaines. Et donc, les femmes aujourd'hui font partie de cette ressource humaine-là sur lesquelles nos pays doivent compter. Donc, l'éducation de ces jeunes filles est de nature à permettre une augmentation de la capacité productive du pays dans le moyen et long terme. Selon la Banque mondiale, le Nigeria compte 12 à 15 millions d'enfants non scolarisés dans le groupe d'âge scolaire. Sur ce total, environ 60% sont des filles. La plupart de ces enfants non scolarisés viennent du nord du Nigeria où les taux d'achèvement des études secondaires chez les filles sont inférieurs à ceux du sud. Cette situation est due au conflit armé qui crée un
environnement d'apprentissage défavorable à la scolarisation des enfants. L'accès à l'éducation va leur permettre de développer des compétences et avoir un accès à un emploi, avoir créé des entreprises et donc avoir une autonomisation financière ce qui va leur permettre de réduire leur vulnérabilité. Et donc, nous souhaitons vivement que ce genre de financement continue et le Nigeria doit faire un effort en marge de ces financements des institutions, avoir des ressources endogènes pour pouvoir continuer l'éducation des jeunes filles. Le financement de la Banque mondiale aidera à autonomiser les filles et à briser le cycle de la pauvreté. L'éducation des filles est non seulement un droit fondamental, mais c'est aussi un investissement important pour le développement national. Dans le reste de l'actualité, le procureur général de Libye a ordonné ce lundi 25 septembre l'arrestation de 8 responsables dans le cadre d'une enquête sur la rupture des 2 barrages ayant entraîné les inondations qui ont frappé le pays le 10 septembre dernier. Les enquêtes ont montré que les 2 barrages situés autour de la ville de Derna, une ville portuaire de l'est de la Libye, étaient vieillissants et fissurés. Selon le procureur, les fonctionnaires sont soupçonnés de mauvaise gestion et de négligence. Entre autres infractions, le maire de Derna, Abdulmomen Al-Gachi, qui était limogé après les inondations, fait partie des détenus. Selon le dernier bilan annoncé par les autorités, au moins 3875 personnes sont mortes dans cette catastrophe naturelle. Plus de 10 000 déclarations de personnes disparues ont été enregistrées. Au Congo, le Brazzaville International Leadership Youth Forum a rassemblé plus d'1 millier de jeunes à travers le pays pour une marche sportive environnementale. L'objectif premier est de sensibiliser les jeunes sur l'environnement. Cette activité a également permis aux marcheurs de mener une opération de nettoyage de la ville de Brazzaville. Deva Panzou. Ils étaient plus de 1000 jeunes à relever le défi du ramassage des déchets sur le trajet partant de la place de la Gare, en passant par les ronds-points Poto-Poto dans le 3e et de Mongali dans le 4e arrondissement de Brazzaville, jusqu'à l'esplanade du stade Alphonse Massamba Déba, point de chute de la marche sportive environnementale de ce dimanche 24 septembre 2023. Cette initiative s'inscrit dans le cadre des actions entreprises par l'État congolais pour garantir la protection de l'environnement, comme le stipule l'article 41 de la Constitution qui stipule que tout citoyen a droit à un environnement sain, satisfaisant et durable et a le droit de le défendre. Cette marche s'inscrit dans le cadre de l'épanouissement de la jeunesse, de la sensibilisation et de l'appropriation par les jeunes des questions sur l'environnement, notamment les 6 et 11 qui demandent à ce que nous vivions dans un environnement sain, propre, où chaque citoyen peut accomplir une tâche. Donc nous avons voulu mettre les jeunes à contribution pour que ces jeunes s'approprient ces questions, ces enjeux de développement durable qui sont pour nous des enjeux majeurs pour permettre à ce que nous vivions dans une planète verte, un Congo prospère, un Congo meilleur, où les jeunes contribuent d'une façon significative à l'émergence. Cette marche sportive environnementale a été initiée par le Brazzaville International Leadership Youth Forum dans le but d'interpeller la jeunesse congolaise en particulier et africaine en général sur la problématique de la protection de l'environnement. Par ailleurs, les organisateurs ont voulu impliquer davantage les jeunes au défi de la protection de l'environnement. Vraiment, c'est louable de voir la jeunesse s'impliquer et accompagner le pays pour faire valoir ces sujets de la protection de l'environnement. Je vois que la jeunesse ici s'implique au sport. C'est bien pour la santé, mais c'est bien pour utiliser ça comme plateforme pour promouvoir d'autres sujets, en l'occurrence l'environnement. Cette marche sportive environnementale a eu lieu à environ un mois de la tenue du sommet des 3 bassins forestiers prévu du 26 au 28 octobre 2023 à Kintélé. Il s'agit d'une initiative visant à établir une gouvernance sud-sud pour les régions forestières du Bornéo-Mékong, de l'Amazonie et du bassin du Congo.
À la page sport, le champion camerounais Francis Ngannou se retrouve sur un ring de boxe à Riyad en Arabie Saoudite. Il fera face au redoutable boxeur britannique Tyson Fury. Francis Ngannou qui s'entraîne désormais avec le boxeur de légende Mike Tyson afin de se préparer à ses débuts dans la discipline. Ce combat représente un réel challenge pour l'ancien champion poids lourd de l'UFC. Un sujet signé José Douglas. Ce combat devrait faire des étincelles. Interdit pour les cœurs sensibles, d'une part, le champion des poids lourds WBC Tyson Fury et d'autre part, l'ancien champion des poids lourds de l'UFC Francis Ngannou qui ont déjà fait largement la promotion de leur combat en commençant par Londres, la capitale anglaise. N'oublions pas que je ne me suis entraîné que 6 semaines pour Deontay Wilder. Je fais 12 semaines pour Francis Ngannou. Il faut donc que je sois à la hauteur, car il y a plus en jeu qu'un combat de boxe. Si je perds contre un aspirant numéro 1 ou un champion, on dira « il a perdu contre un champion, peu importe ». Mais si je perds contre un joueur de MMA, je ne pourrai plus jamais me montrer en public. Les gens vont se moquer de moi pour toujours. Les enjeux sont très importants pour les deux hommes. Le combat se déroulera selon les règles officielles de la boxe professionnelle, avec 3 juges en adoptant le système des 10 points. Le dernier combat de Fury remonte en décembre, lorsqu'il a battu son compatriote Derek Chisora en 10 rounds. Quant au champion MMA des poids lourds, Francis Ngannou, il n'a pas de palmarès professionnel en boxe. Âgé de 36 ans, il avait quitté l'UFC, la Ligue des arts martiaux mixtes, sur fond de désaccord concernant sa rémunération. Il a insisté pour rencontrer Fury sur un ring. Tout d'abord, je suis très excité et je suis très heureux. Depuis mon enfance, je rêvais de devenir boxeur et aujourd'hui, je ne vais pas seulement boxer, mais je vais boxer le plus grand de la montagne. D'habitude, je ne fais pas attention à ce qui se passe autour de moi, mais là, c'est tellement énorme que je ne peux pas m'empêcher d'y penser. Pour moi, c'est plutôt l'histoire qui va s'inscrire à Riyad le 28 octobre. Francis Ngannou, qui est entraîné par l'ancienne superstar de la boxe Mike Tyson, a précisé qu'il va détruire Fury. Ce combat promet. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci pour votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'information sur Africa 24.